Je suis maintenant dans la région centre, au-dessus des plaines de la Beauce, le grenier à blé de l'Europe. Imaginez une plaine de 600 000 hectares vouée à la culture intensive des céréales. Quand on voit ces moissonneuses-batteuses, on se rend bien compte que c'est l'énergie qui a transformé l'agriculture. Et dans le monde, tout le monde n'a pas les moyens de cette énergie. Et c'est pour ça que seulement 2% des agriculteurs de la planète travaillent avec un tracteur. Ça, c'est un paysage typiquement français. Moi qui survole beaucoup la France dans tous les sens, j'ai l'impression que la France, c'est la plus grande ferme du monde. Et c'est normal puisque 50% du territoire, ce n'est que des champs. L'agriculture française est une des agricultures les plus intensives du monde. Nous sommes le deuxième pays exportateur juste après les États-Unis, alors que notre territoire est 20 fois plus petit. Magnifique moissonneuse-batteuse. Il y a des gros scarabées qui avancent dans les champs. La région centre, ce n'est pas que la Beauce et ses céréales à perte de vue. À quelques kilomètres des Grandes Plaines se trouve le berceau de la diversité alimentaire française. C'est dans la vallée de la Loire. Autour de ces châteaux, il y a 500 ans, que des graines ont été apportées du monde entier. Voici Chenonceau, posé sur le miroir des eaux du Cher. C'est ici, dans le carré de Diane, que le melon, les épinards ou l'artichaut ont été cultivés pour la première fois en France, grâce à Catherine de Médicis, qui les a amenés d'Italie. Chambord. François Ier a lui aussi joué un rôle dans la diversification de notre alimentation. Une prune a même été baptisée en l'honneur de son épouse, la reine Claude. Regardez toutes ces couleurs au pied du château de Villandry. C'est peut-être le jardin potager le plus original de France. Des choux, des betteraves, des poireaux. Ces mosaïques ont été façonnées à partir d'une multitude de légumes. Aujourd'hui, cet engouement pour la diversité a disparu. En Beauce, comme dans beaucoup d'endroits au monde, l'agriculture s'est uniformisée et surtout intensifiée. Depuis 50 ans, les terres sont irriguées, labourées, gorgées d'engrais et de pesticides. Et la conséquence, c'est que les vers de terre, les insectes et les bactéries qui font la vie des sols disparaissent. On va rejoindre Lydia et Claude Bourguignon. Moi, je les appelle les docteurs de la terre. Ce sont de microbiologistes du sol. Et ce qu'ils disent ne plaît pas à tout le monde. Docteur de la terre, ça veut dire que les terres sont malades. Vous dites fatiguées. Oui, on dit fatigué. En agriculture, on utilise le terme fatigue des sols. Et les sols, il commence à y avoir beaucoup de sols fatigués en Europe. C'est des sols qui ont des chutes de rendement malgré tous les apports d'engrais et de pesticides qu'on fait. Et nous, quand on fait des études, on se rend compte avec Lydia que c'est toujours des sols qui ont perdu leur faune et qui sont en train de mourir sur le plan biologique. Un ver de terre, il vous remonte son poids de terre tous les jours en surface. Et tous les jours, il vous remonte de la potasse, du phosphore. Et bon sol, c'est 2 tonnes de ver de terre à l'hectare. Les sols sont morts. Quelque part, c'est terrifiant, mais quelque part, il n'y a plus de vie. On met beaucoup plus de fertilisants et d'engrais qu'avant, et les rendements n'augmentent pas. C'est l'homme qui est responsable. C'est l'homme qui est responsable. Parce que l'homme a considéré que le sol était On a simplifié l'agriculture. On dit que le sol, c'était un support inerte, alors que c'est le milieu le plus riche sur le plan biologique. Et cette simplification a entraîné une agriculture qui met des engrais chimiques, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'engrais chimiques pour nourrir des plantes. Ces engrais chimiques rendent les plantes malades. Donc, du coup, on met des pesticides qui tuent la vie des sols et on rentre dans un cercle vicieux. Vous voyez, là, regardez ce sol. Ça, c'est le sol de surface. Il a perdu complètement sa faune. Il y a de la mousse qui vient. Alors que dessous, en fait, il a été moins touché. Et vous voyez, regardez la structure qu'il a. Alors qu'au-dessus, il est complètement compacté. Parce qu'elle était compactée par tous les tracteurs qui passent et qui repassent. Machines, voilà. Et la mousse, c'est une plante qui pousse sur les cailloux. Donc ça veut dire que ce sol est en train de devenir un caillou. Alors que normalement... C'est pas pour tout de suite quand même. Hein. Pas pour tout de suite, mais ça commence, ça annonce. C'est-à-dire qu'on a déjà un début de dégradation qui s'annonce. Donc là, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de dire à l'agriculteur, attention, si vous ne réapportez pas de la vie dans ce sol, il va devenir une roche. Ce sol, sur lequel nous marchons tous, est un miracle. Notre planète est sans doute la seule planète à posséder une terre fertile, c'est-à-dire une terre vivante.
Ces 30 premiers centimètres abritent 80% des espèces animales. Simplement les vers de terre, à eux seuls, pèsent aussi lourd que tous les autres animaux réunis. Que la vie des sols disparaisse, et bien sûr tout s'affaiblit. Est-ce que c'est vrai qu'on importe une grande partie du blé qui sert à faire le pain en France? Oui, nos blés ne sont pas d'assez bonne qualité, donc nous importons ce qu'on appelle des blés de force, qui viennent d'Argentine ou d'Amérique du Nord, pour réussir à faire un pain avec nos blés qui sont trop poussés aux engrais. Ils sont, si vous voulez, les engrais, c'est un petit peu comme l'enfant que vous nourrissez uniquement avec du sucre et du gras, il devient énorme. Ah, ça, il est beau, il est gros, mais il n'est pas en bonne santé. Comment vous voyez l'avenir? On est pessimiste, puis en même temps, on voit dans des pays comme l'Amérique du Sud démarrer ces techniques de semis direct. Alors c'est quoi le semis direct? Alors, le principe du semis direct, c'est de copier la forêt. La forêt, il y a toujours de la végétation. Et si vous voulez, la végétation, c'est comme nos cheveux sur notre crâne. Ça protège. Donc, ce qu'il faut, c'est jamais laisser les sols nus. Donc, on va tout le temps mettre des cultures. On va remonter la population de vers de terre. Le sol va à nouveau devenir filtrant. Et l'agriculteur n'aura plus besoin d'irriguer. Il va diminuer année après année ses engrais. Et il va pouvoir refaire vivre ses sols. Ça a été fait, ça, en France? Alors, en France, il y a à peu près, je dirais, il y a quoi? Il y a 10 000 hectares en France qui sont faits comme ça. 2%. Très peu, hein. Pour vous donner une idée, le dernier agriculteur qu'on a mis en semis direct, sur 90 hectares, première année, il a économisé 7 000 € de fioul. Donc, vous savez, pour un jeune agriculteur qui s'installe, gagner 7 000 € de fioul, il est plutôt content parce qu'il a pu à labourer, à faire fumer le tracteur. Donc, petit à petit, au début, les autres rigolent, puis après, ils disent, mince, quand même, il s'en sort mieux que nous. Donc, petit à petit, vous voyez, c'est l'espoir. 30% des sols de la planète connaissent une chute de fertilité. C'est le cas en Inde. Et pourtant, il y a 40 ans, ce sont ces engrais et ces pesticides qu'on accuse aujourd'hui qui ont sauvé le pays de la famine.